Arratsaldeon deneri, mila esker etorririk. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu à ce forum. Je vous présente, vous avez entendu la voix, pardon, Ekaitz Bergaretxe qui est avec nous et qui interviendra si nécessaire. C'est lui qui a la parole. Ekaitz, Gawon. Gawon, azkarragoa hitz egin behar duzu, barkatu. Ados. Ok, j'ai juste dit, il fallait qu'il parle un peu plus fort. Beraz, momentu importantea da guretzeko. Denentzako, aldaketa handi bat ukanen dugu eta horregatik gure forua beraz antolatu dugula. Donc c'est un moment important pour nous tous, et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce forum. Pourquoi nous avons organisé ce forum? Parce qu'aussi, ailleurs, nous observons une défiance. Une défiance, pourquoi? Une fossé entre les citoyens, entre parfois les institutions, mais aussi dans le monde syndical et professionnel. Moi-même, je suis chef d'entreprise, donc on le voit, en fait, c'est ce qui se passe dans la société. Une défiance à l'égard du monde du travail, une défiance donc avec notre société qui est de plus en plus globalisée, on va dire mondiale. D'un autre côté, on sent une aspiration de la part des citoyens, au-delà de la simple expression des urnes, donc à participer, à donner leur avis, à être associés aux décisions qui impactent leur territoire et à participer à la vie locale. Voilà, donc il existe donc des initiatives citoyennes innovantes. Nous allons en voir ce soir. Et puis j'espère qu'il y a aussi des initiatives citoyennes donc, qui vont aussi prendre la parole. Par exemple, je pense à un incroyable comestible qui implante des légumes sauvagement dans l'espace public. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc tout à l'heure, vous allez découvrir donc, des débats donc, et aussi une conférence donc, avec deux personnes que Totier donc, va vous présenter. Donc avec ce forum, nous avons voulu créer un espace pour réfléchir, pour débattre sur ces initiatives que nous pourrions encourager et peut-être développer sur notre territoire. Mais c'est aussi un acte fondateur pour le Conseil de développement du Pays basque qui, aujourd'hui, regarde vers l'avenir et qui souhaite aussi élargir ses travaux pour impliquer les citoyens. Et cette institution est une opportunité pour, on va dire, refonder notre réflexion, tel le phénix, voilà, à partir du 1er janvier 2017. Voilà, mais le Conseil de développement est aussi une plateforme participative avec la société civile organisée depuis 22 ans, que nous mettons en musique par la mobilisation de centaines d'acteurs qui sont ici présents ce soir aussi, par exemple sur le patrimoine naturel ou par exemple le chantier de la jeunesse où nous sommes descendus dans la rue avec des boîtes noires et avons interviewé donc, des jeunes donc, du territoire au Petit Bayonne. Voilà. Mais malheureusement, le gros de notre travail n'est pas visible par le grand public parce que l'essentiel de notre mission, donc, c'est réalisé dans un dialogue étroit avec nos élus et avec la société civile organisée, c'est-à-dire des représentants des institutions de société civile, chambres consulaires, syndicats de salariés, organisations patronales, universités, hôpital, l'Institut culturel basque, l'Office public de la langue basque et puis des associations dans tout le secteur. Notre action, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, donc, notre action a comme fondation la co-construction avec la société civile et les élus. La co-construction d'idées pour notre territoire, le Pays basque. Donc, je salue la présence de M. Jean-René Tchegaray, le président du Conseil des élus qui est ici ce soir, avec le Conseil des élus, avec qui nous avons réalisé des projets assez extraordinaires. Le Conseil des élus qui a structuré et aménagé le territoire depuis 22 ans. Nous vous avons distribué donc, la revue Shoak à l'entrée. Donc Shoak, pour ceux et celles qui ne parlent pas le basque, c'est pas Soak, c'est pas Soak, c'est Shoak. Donc show, c'est regarder, faire attention, show, voilà. Où toute cette histoire de co-construction et surtout l'histoire du Conseil de développement donc, est racontée. Donc, pour résumer, je dirais qu'au Pays basque, nous avons su créer un partenariat qui n'existe entre société civile et élus nulle part ailleurs dans l'Hexagone.
Et ensemble, nous avons élaboré 3 projets de territoire, négocié 3 contrats spécifiques avec l'État, la région et le département. Nous avons réalisé 4 programmes européens qui ont apporté des centaines de millions d'euros pour le développement du Pays basque. Voilà. Et donc, la société civile a milité pendant 22 ans pour que nous ayons enfin une institution au périmètre historique du Pays basque et qui enfin verra le jour, donc le 1er janvier. Donc, pourquoi ? Parce que nos élus ont su saisir cette réforme. Donc, alors tout le monde entend parler de la loi NOTRe. Ce n'est pas NOTRe, mais c'est Nouvelle Organisation Territoriale. Vous savez, c'est un acronyme pas possible. Voilà, mais nos élus ont su saisir cette nouvelle loi pour nous réorganiser et avoir une vraie collectivité qui va pouvoir agir sur, par exemple, des transports, sur la politique culturelle, etc. Donc c'est l'aboutissement d'un travail ensemble depuis 22 ans que la société civile et les élus appellent de leur vœu depuis longtemps. Donc, pour finir, nous, Conseil de développement, nous sommes là aussi pour apprendre. Et c'est pour ça que nous avons invité donc, des personnes d'ailleurs qui sont des spécialistes de démocratie participative, parce que nous le faisons, on va dire, un tatillon avec nos citoyens, parce que voilà, nous le faisons surtout dans notre cercle de société civile. Mais demain, nous devons réfléchir au nouveau mode de travail que nous pouvons mettre en place pour vraiment faire de la démocratie participative. Donc, place au débat. Merci Caroline. Merci. Place au débat, effectivement. Et ma mission va être compliquée. Mille chère Caroline. Le premier qui va prendre la parole ce soir, c'est une rude tâche après Caroline Phillips. C'est vous, Romain Lajarge. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'École nationale d'architecture à Grenoble. L'architecture, ça mène à tout, et notamment à traiter de ces questions. Quand on parle d'architecture, on parle aussi d'architecture administrative, c'est ça qu'il faut entendre ? Oui, si vous voulez, oui. Enfin, bon. On parle de territoire dans les écoles d'architecture. Votre passion, c'est la recomposition des territoires, la métropolisation, et on va le voir, vos connaissances vous ont amené, vous en particulier, à Grenoble, mais aussi dans le secteur d'Annecy, la Haute-Savoie, où il se passe plein de choses intéressantes, et il y en a certains ici dans la salle qui le savent, peut-être pas d'autres. Vous avez la parole, et ensuite, s'il faut, on interagit. Allez. Merci beaucoup, merci Madame Phillips de nous dire spécialiste de quelque chose. En fait, on n'est pas certain en tant qu'universitaire d'être spécialiste que d'un tout petit truc insignifiant, et d'ailleurs il nous faut déjà une demi-heure pour vous expliquer de quoi on est vraiment spécialiste. Comme on n'a que 10 minutes, acceptons ce compliment, mais en fait il est en partie faux. Je voudrais juste aborder avec vous dans les 10 minutes, qui vont bien sûr déborder un tout petit peu, par principe, 3 points. Un point sur cette réforme territoriale, pour essayer de vous donner un point de vue. Nous, on y travaille de notre place, et seulement de notre place, c'est-à-dire très très près du terrain autant qu'on le peut, et pour vous dire en gros peut-être une différence d'analyse avec ce que l'on dit habituellement. Donc le cadre. Deuxièmement, j'aimerais pouvoir aborder avec vous des crispations qui fait qu'on a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer dans cette réforme territoriale, et du coup, peut-être qu'on aurait moyen de mieux comprendre si on décortiquait un peu mieux ces grands problèmes sociaux qui s'imposent aux réformes territoriales. Et troisième chose, quelques grandes tendances. Ça, c'est une commande, parce que quand on vient ici, c'est après une discussion avec les gens qui nous demandent de venir parler. Et s'ils nous demandent de dire des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, en général, on ne vient pas. Donc, j'étais d'accord pour cette commande d'aborder 3 tendances lourdes et de vous donner un point de vue de scientifique contradictoire avec ce que habituellement on croit être ces tendances lourdes. Et qui, bien sûr, qualifiera, à mon avis, de près ce qui est en train de se passer dans le Pays basque et ce qui, de mon point de vue aussi, devrait logiquement fabriquer un agenda pour le Conseil de développement. Premièrement, le cadre. Nous n'avons pas vécu une 3e décentralisation, comme parfois les commentateurs le disent. Non, ce n'est pas une décentralisation qui s'est passée, c'est une réforme territoriale. Moi, j'aime bien la qualifier de réforme territoriale à ciel ouvert. C'est-à-dire c'est une décapotable qui roule vite, on prend le vent, on ne sait pas vraiment où on va. C'est un peu une espèce de folie qui est en train de se passer. 2012, 2013, 2014, 2015 et toutes les applications en 2016, un train de réforme qui ne dit pas exactement son nom et qui ne dit pas précisément où il veut aller. Mais il dit des choses très intéressantes. Alors, il le dit, c'est une espèce de métalangage, parce que le législateur, quand on regarde bien précisément ses lois et les lois qu'il nous offre, il est un peu perdu, le législateur. Il ne sait pas trop quoi faire avec cet objet bizarroïde et hybride qui s'appelle le territoire. C'est plus que la décentralisation et c'est moins que le fédéralisme, donc il ne sait pas très bien quoi en faire. Et les lois montrent
d'énormes pans blancs libres pour agir. Donc ça, c'est très intéressant, alors que la décentralisation corsetait un petit peu les collectivités territoriales. Les élus locaux, dans ce train-là, ont fait un boulot absolument extraordinaire. Ce n'est pas de la flatterie. Ils avaient une mission, très rapidement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Alors avec des cris, des larmes et effectivement des fois du sang, mais globalement, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, notamment la réforme intercommunale, les examinateurs de cette chose-là ont toujours dit « mais non, c'est impossible, on ne peut pas la forcer ». Eh bien si, en 2 étapes, on a refabriqué une carte intercommunale et voilà, elle est faite. Donc les élus ont fait leur job. Les fonctionnaires territoriaux sont absolument extraordinaires. On leur fait changer de référentiel tous les 4 matins, eh bien ils changent leur métier et ils changent leur manière d'agir. Donc en gros, on a des réformes qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre, et tout le monde suit. Donc c'est assez extraordinaire qu'il n'y ait finalement pas plus de bazar que ça dans la réforme territoriale. Et enfin, il y a un quatrième volet, c'est qu'il y a une société civile qui a été convoquée depuis longtemps. On dit souvent que c'est la loi Voynet et Pasqua puis Voynet qui ont acté ce principe-là, mais c'est plus vieux que ça. Et il se trouve que cette société civile qui a accompagné tous ces mouvements-là, l'a accompagné de manière extrêmement hétéroclite. Certains très proches du politique, d'autres très loin, d'autres très inventifs et d'autres désolants de banalité. Donc, cette société civile, elle est là. Mais elle n'a pas encore dit ce que, de notre point de vue, on peut dire être l'attendu de ce que la société civile devrait dire au monde de la territoriale. Alors maintenant, le cadre, c'est effectivement de grossir. L'attendu, c'est de grossir. Donc le XXL, c'est pour moi un terme qui est très emblématique de ce qui se passe, mais qui est en partie un peu faux. Enfin, en tout cas, il nous trompe un peu. Parce que le XXL, pour moi, c'est une appellation de ce que l'on décrit, vous savez, chez les adolescents qui grandissent trop vite d'un coup. Les pieds trop vite, trop rapides, ou le corps, ou les bras. Ouais. Donc on prend du XXL, c'est la démesure, le XXL. Et je trouve que votre appellation XXL, enfin je crois savoir que c'est ici que ça s'est exprimé en premier, qualifie ça de manière assez intéressante et assez, elle est rigolote. De mon point de vue, c'est assez rigolo. Pourquoi? Parce que le législateur, notamment dans la loi MAPTAM, il ne s'en est pas rendu compte, mais il a formulé un problème. Le problème des territoires qui ne veulent pas grandir. C'est le syndrome Peter Pan. Vous connaissez le syndrome Peter Pan? Peter, c'est pôle d'équilibre territoriaux et ruraux. Et Pan, c'est promotion et affirmation des métropoles. Oui, le législateur a écrit « Nous souffrons d'un syndrome de Peter Pan, les territoires ne veulent pas grandir ». Ben non, ils grossissent, mais ils ne grandissent pas. Et ça, c'est un truc très intéressant, de mon point de vue, qui est en train de se passer. Alors, c'est quoi la question? C'est quoi la question? La réforme territoriale pose quoi comme question? Ce n'est pas la question de comment on fait avec les compétences déléguées. Parce qu'on sait très bien en France que la décentralisation est imparfaite. On n'a jamais délégué complètement une compétence. L'État a toujours déconcentré en même temps qu'il décentralisait. Et donc, quelle que soit la manière dont on décentralise, dont on redistribue des compétences, de toute façon, les collectivités territoriales savent. Elles savent prendre des compétences et les mettre en œuvre. Donc l'objectif, ce n'est pas de ramasser les ordures ménagères, de distribuer de l'eau potable, ça, on sait faire. Et on sait le faire depuis longtemps. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec cette nouvelle étape de la réforme territoriale? Donc de mon point de vue, il y a 4 grands enjeux. Donc c'est-à-dire 4 manières de dire à quoi ça sert de faire une grande réforme territoriale, sinon on pourrait continuer le tralala et le train classique de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Premier grand enjeu, les citoyens doivent saisir la complexité et ne pas en avoir peur. La complexité, c'est indépassable. Notre monde est complexe et il le sera de plus en plus, et il n'y a pas d'horizon autre que celui de la complexité. Donc on espère qu'avec la territorialisation, avec le territoire, on va pouvoir faire mieux comprendre à des citoyens que le complexe n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est le compliqué, mais pas le complexe. Deuxième grand enjeu, c'est que les transformations sociales n'ont jamais subi une telle accélération. Donc ça veut dire qu'il nous faut absolument des instances capables de s'adapter aux transformations sociales. Et la principale de nos transformations sociales, c'est ce petit engin qui occupe une partie de nos poches, de nos esprits et de nos enfants. Troisième grand enjeu, le politique est en crise, la politique est en crise. La différence entre les deux, c'est effectivement on peut faire du politique sans être élu. Et donc l'enjeu, c'est effectivement de réformer l'un par l'autre. Et ça, c'est un énorme enjeu, parce que si les territoires y arrivent, ça servira de leçon à pas mal d'autres instances nationales et supranationales. Quatrième grand enjeu, nous avons des gros problèmes de qualité de vie. On a peur de plein de choses en matière de qualité de vie. Et donc, il nous faut absolument, grâce au territoire, reprendre cette question qui a été abandonnée dans les années 70 avec l'appellation cadre de vie
en pensant que les gens vivaient de mieux en mieux, et simplement de mieux en mieux parce que c'était le progrès humain. Non, c'est pas comme ça que c'est en train de se passer. Il y a effectivement un besoin de reprendre cette question-là. Alors qu'est-ce qu'offrent les territoires? Eh ben, de la capacité à éduquer, connaître, reconnaître, s'identifier à ce que l'on connaît, et là, à mon avis, le Pays Basque, c'est vraiment un cas exemplaire en France, assurer et réassurer les gens. Le territoire, ça doit produire de la confiance, hein, notamment parce que le proche devrait être considéré comme accessible. Troisièmement, ça doit redistribuer la parole. La parole est confisquée par plein d'instances, et pas que les instances élues, hein, les instances médiatiques notamment. Donc on attend que la parole soit redistribuée grâce à du territorial. Et enfin, il faut fabriquer un peu plus d'habitabilité. Être capable de vivre les uns avec les autres. Vous avez vu, je fais gaffe à ne pas dire trop vivre ensemble. Ça peut être vivre côte à côte, mais c'est quelque chose qui relève de co-construire. Alors moi j'aime bien le mot co-construction parce que j'entends cocon moi. Hein. Un truc relativement confortable et bien habitable. Voilà, donc vous êtes en tant qu'institution hybride au Pays Basque, je trouve très emblématique de ce qui est en train de se travailler sur ces 4 registres. C'est la raison pour laquelle c'est très plaisant d'être parmi vous ce soir et de venir aussi vous écouter, voire de réagir, peut-être même de poser des questions, on nous a dit, hétéroclites ou bizarroïdes, ou voire même contradictoires. Crispation. Alors moi, j'en vois que 2, mais elles sont énormes. Nous sommes dans un temps de peur, et de peur croissante. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, l'actualité mondiale, européenne et nationale montre qu'il y a une peur énorme, informulée et d'ailleurs sans mots, de la relégation économique et de la relégation sociale. Une grande partie de la population a peur de perdre quelque chose qu'il a. Donc c'est très important parce que les quelques fois où on a vu ça dans l'histoire humaine, ça a précédé des grands mouvements historiques. Donc on sait qu'on est à peu près dans ce temps-là. Deuxième chose, on a une peur incroyable et irrationnelle de la violence du monde, qui n'est pas ailleurs et à l'autre bout du monde. Le terrorisme manifeste cela de manière majeure, de la violence à nos portes, qui est le monde est à nos portes, et ça se manifeste par la violence. Et troisième chose, on voit bien qu'il y a une peur de l'altérité, de l'autre, de l'étranger, et des formes de diversité qui autrefois constituaient en gros le pacte social. Et ces peurs, elles s'expriment. Avant, elles étaient latentes, maintenant, elles s'expriment, et elles s'expriment nettement. Et il y a une deuxième, à mon avis, grande crispation, qui fait que le territoire doit ne pas faire l'autruche et saisir ces aspects-là, parce que sinon, il va être à côté de la plaque. Toutes les dimensions territoriales doivent se saisir, de mon point de vue, de ces aspects-là. C'est ce que Pierre Rosanvallon, et je ne citerai qu'un seul auteur pour ce soir, mais qui est pour moi un auteur vraiment incontournable, qui est en plus très agréable à lire et qu'il faut lire, Pierre Rosanvallon, qui définit les différentes formes de défiance vis-à-vis du politique, et qui dit que les démocraties peuvent être négatives, et les démocraties peuvent perdre, elles sont périssables, elles peuvent disparaître. Et donc, on est dans un grand enjeu de réimaginer, être capable d'imaginer à nouveau, par l'aspect territorial, des réponses à ces peurs et à ces défiances. Alors, 3 tendances qui, de mon point de vue, sont effectivement au travail actuellement et qui sont finalement la preuve qu'on a besoin du territoire, parce que les territoires produisent des inflexions dans la manière dont on pense et dont on peut agir sur ces 3 grandes tendances. Et qui, là aussi, pas de peau pour vous, ou tant mieux pour moi, ça caractérise très bien le Pays Basque, j'ai l'impression, et donc il me semble qu'on va en entendre parler ce soir. Premièrement, l'opposition urbain-rural, qui est un vrai problème pour la plupart des gens qui s'occupent d'aménagement du territoire, mais c'est fini. De mon point de vue, c'est un problème qui est terminé, qui est derrière nous. Il y a de la campagne partout dans les villes et il y a de la ville partout dans les campagnes. Partout. On fait des enquêtes pour en trouver des endroits, des petites poches où il n'y a ni l'un ni l'autre, enfin l'un sans l'autre, et on est obligé d'envoyer des étudiants perdus des mois et des mois pour qu'ils en retrouvent, et encore les enquêtes, c'est pas sûr. Donc non, c'est bon, ça s'est mixé. Ça ne veut pas dire que ces catégories n'existent plus. Ça veut dire qu'elles se sont emmêlées les unes avec les autres. On est tous des campagnards et des urbains, on a tous envie de l'un et de l'autre, et on a fabriqué dans nos modes de vie, dans notre cocon habitable, les deux, y compris en plein centre de Paris. Alors, deux tendances pour ça. L'urbanisation est un phénomène majeur de l'histoire humaine jusqu'au milieu du XXe siècle, depuis, donc on va dire en gros, depuis les années 50, et c'est très net à partir de l'année 2000, dans toutes les grandes métropoles du monde occidental, nous avons vécu un système, un principe de dédensification. Donc quand on vous dit l'urbain s'étend, vous pouvez dire non, c'est faux. C'est en partie faux. L'urbain s'étend mais se dédensifie. Donc c'est un autre phénomène que celui qu'on a vécu pendant un siècle avant. Un autre phénomène. Et ça, nous n'en avons pas la représentation.
quand on regarde la télévision, on a l'impression que l'urbain continue à croître. Non, l'urbain décroît et les campagnes se repeuplent d'une certaine manière comme elles ne l'ont jamais fait. Donc il y a des nouvelles ruralités partout. Deuxième grande tendance, et j'arrive à ma 11e minute. Je vois. Vous êtes sur surveillance, oui. Ouais, je sens la pression comme ça. La question des échelles spatiales. Alors là, j'espère que je ne vais pas être désagréable vis-à-vis de vous, mais grandir, ça ne veut pas dire grossir, et XXL, c'est-à-dire toujours plus grand, ce n'est pas forcément la bonne solution. Ce n'est pas toujours forcément la bonne solution. Alors évidemment, le législateur veut du grand, avec un système un peu bébête. Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de parlementaires dans la salle. Ça fait déjà 2 fois que j'ai du mal les législateurs, alors que ce sont nos représentants. On ne devrait pas dire du mal de nos législateurs, mais ils ont fait un petit calcul rapide, pas très sérieux, reconnaissons-le, en disant quand on grandit, on économise de l'argent public. Non, c'est faux en fait. Maintenant on sait, c'est faux. On fait autre chose, ça a des vertus, mais on n'économise pas d'argent public. Donc en gros, on a pensé l'aménagement du territoire jusqu'à il n'y a pas très longtemps avec un schéma. En fait, c'est pas grave de penser avec des schémas simples. Celui-ci, il était très simple. C'était l'espace euclidien et les poupées russes. Encore des métaphores enfantines. Ben non, désolé, mais l'espace n'est plus euclidien. En tout cas, l'espace politique, de mon point de vue, n'est plus euclidien. C'est-à-dire, en gros, c'est pas la peine de faire des pavages côte à côte. Tout est emmêlé. Les réseaux sont les uns dans les autres. Donc, il y a du Pays Basque bien ailleurs du périmètre que vous avez fabriqué, bien ailleurs. Et il y a, bien sûr, autre chose qui est à l'intérieur de votre périmètre. Voilà, c'est tout simplement ça que je veux dire. Et le département n'est pas plus fort parce qu'il est plus haut ou plus large ou plus grand ou qu'il a plus d'habitants. Non, de mon point de vue, c'est pas ça qui se joue. On est dans l'ère de l'extraterritorialité. Excusez-moi, je balance des gros mots exprès pour que vous disiez « Oh là, universitaire ». L'extraterritorialité, c'est un concept extraordinaire. C'est en gros des instances qui disent « Moi, je suis compétent pour faire quelque chose, là, parce que j'ai été élu, parce qu'il y a de l'argent public, j'ai levé l'impôt, je sais faire ça ici, mais ce que je sais faire ici, je peux le faire ailleurs. » Juste un tout petit exemple, mais qui marche très bien. Les parcs naturels régionaux vont baliser les randonnées, les chemins de randonnée de toutes les métropoles de France, parce que les parcs naturels régionaux sont aux portes des métropoles. Puis peut-être qu'un jour, vous aurez un parc naturel régional pas très loin de vos villes, alors qu'elles ne sont pas dans les villes, mais elles savent faire. Les équipes des parcs savent faire. Donc laissons faire. L'extraterritorialité est déjà en marche dans la société civile. Depuis longtemps, il serait temps que la société politique la reconnaisse. Voilà. Dernier élément de tendance lourde et donc d'inflexion, c'est-à-dire de l'intérêt du territorial pour prendre en compte ces grandes inflexions, c'est le rapport entre individu et collectif. Voilà. Pour moi, je terminerai vraiment là-dessus en disant on a considéré que le territorial, c'était du collectif. On l'a fabriqué avec la certitude que les individus faisaient ce qu'ils voulaient. Donc les trajectoires résidentielles, les trajectoires économiques, les trajectoires entrepreneuriales sont devenues des trajectoires économiques, des trajectoires individuelles. Or, le territoire est un des derniers remparts à fabriquer du collectif, à croire au collectif et à reconstituer du collectif. Et ça, si ce n'est pas la société civile qui le fait, à côté, voire même des fois en contradiction avec la société politique, qui le fera? Qui le fera? Donc effectivement, c'est un des grands enjeux des conseils de développement, et notamment, pour ne pas vous cacher, ce que je suis en train d'observer à Annecy est extrêmement intéressant. Ça ne ressemble pas à ce que vous vivez, parce qu'ils ont fait une grosse fusion intercommunale à partir d'une grosse fusion communale. Donc c'est la plus grosse fusion communale, et ils ont dit on change d'échelle. Donc tout le monde change d'échelle. Et ils ont emporté l'adhésion politique en faisant ça. Mais maintenant, ils savent qu'il va falloir reconstituer des collectifs pour pouvoir donner du sens à tout ceci. Vous êtes quasiment dans le sens inverse. Tout ce que j'ai lu avant de venir ici, je vois du sens partout. Le Pays Basque a produit du sens. C'est stupéfiant. Et notamment ce que le Conseil de développement a impulsé. Et qu'ensuite, après, alors je ne sais pas si c'est ensuite ou avec, c'est pas très très clair, mais ça, Alice le dira mieux que moi, avec les élus. Donc en gros, je terminais là-dessus, les institutions fortes de demain ne seront pas les grandes institutions, ne seront pas nécessairement les grandes institutions, ça peut, elles peuvent l'être, mais ce seront les institutions qui auront été capables de construire de l'agilité, de la malléabilité, de l'inventivité avec d'autres que les représentants politiques. Ça veut dire qu'ils vont devoir, les instances politiques qui vont gérer ces grands ensembles, vont devoir se préoccuper surtout de se connecter et se rendre connectables pour pouvoir effectivement attraper ces sociétés civiles qui fabriquent du collectif. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bravo. Vous n'avez pas parlé des corps intermédiaires. Un mot juste sur les corps intermédiaires. On sait tous à quoi ça correspond, les corps intermédiaires.
Oui, on a considéré que la nation française s'était constituée dans ces grandes institutions en s'appuyant sur les corps intermédiaires, les syndicats, les grandes associations qui ont finalement dit ce qu'était le besoin de la société civile. Et on a fabriqué du politique parce qu'on était connecté à la société civile par ces instances qui marchaient bien, qui Voilà, fonctionnaient c'est bien. le corps intermédiaire qui a assuré l'expression de la société civile jusqu'à présent. C'est ça que vous nous dites. Et ça, En tout cas, elles exprimaient assez bien, suffisamment bien pour que l'ensemble des instances arrivaient à adapter les dispositifs existants afin de répondre. et ça va voler un éclat. Et ça s'est fragilisé. Ça s'est fragilisé pour plein de raisons différentes, mais là, il faut une autre soirée. Hein. Oui, non, mais on va prendre des détails, mais c'est intéressant de le savoir. Voilà. Ça. Et donc, les conseils de développement sont parfois considérés comme des espèces de corps intermédiaires autoconstruits, avec du coup les faiblesses de ces corps intermédiaires qui ont du mal à s'adapter, et les forces de pouvoir inventer ce qu'elles veulent. Donc, et vous dites le Conseil de développement a un avenir parce que justement, c'est pas tout à fait un corps intermédiaire. Ce n'est pas le conseil de développement en tant que formule, hein. Oui. C'est ce qui s'invente par l'intermédiaire des gens qui ont envie d'inventer et de bousculer et de pousser un peu les murs. Très bien. Merci Romain Lajarge. Vous restez avec nous, vous prenez cette place. Tout à l'heure, on va donner la place au public pour voir si on réagit à vos propos. Aline Mazot, il faut y aller. Il faut y aller. Alice Mazot, je rappelle que vous êtes maître de conférence à La Rochelle. Alors vous travaillez sur les expériences de démocratie participative. Et on va le voir, vous êtes très, très critique sur certains modes de participation. Et vous nous direz pourquoi ça ne marche pas. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on m'a fait une présentation, et je vais décoiffer, je suis là pour provoquer et je ne sais plus quoi d'autre. Je ne sais pas si c'est ce que je vais faire, mais j'ai une position extrêmement confortable, puisqu'en fait, on m'a invité presque quelque part à tirer sur l'ambulance, et donc je vais quelque part pas me gêner. Soyons clairs, qu'est-ce que je vais faire et de quoi je vais parler? Je vais partir d'un constat. Le constat, c'est depuis, disons, une trentaine d'années, un peu plus, on assiste à la multiplication des formes, des dispositifs de démocratie participative. C'est devenu le mot à la mode, la tarte à la crème, et ça ne fait que se développer. Et si j'avais envie d'être désagréable, je dirais que plus la démocratie participative se développe, plus la démocratie est en crise. C'est-à-dire que si on faisait des petites corrélations, on observerait qu'à mesure qu'on développe des outils de démocratie participative, les phénomènes, les symptômes de la crise de la démocratie non seulement ne diminuent pas, mais finalement augmentent. Alors, le présenter comme ça, c'est volontairement provocateur, mais c'est une manière de souligner qu'on a observé depuis cette trentaine d'années donc un développement de dispositifs et que le constat simple que l'on peut faire, c'est qu'ils n'ont pas réussi à résoudre le défi immense, certes, qui était devant eux. Et ce que je vais essayer de faire finalement là dans les 8 minutes 30 que j'ai, juste d'essayer de pointer les dérives, les difficultés, la manière dont la démocratie participative s'est institutionnalisée pour essayer de pointer finalement ce qui ne marche pas, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça me semble intéressant au moment où le Conseil de développement cherche à se réinventer dans son nouveau projet et dans ce nouveau territoire. Ça me semble intéressant d'essayer de pointer ce qu'on est sûr qu'il faut à tout prix éviter. Alors, juste démocratie participative, de quoi parle-t-on? C'est un mot valise, définition minimale, toute forme de participation des citoyens à la décision publique dans l'intervalle électoral. Avec cette définition-là, je dis pas grand-chose, et surtout je ne pointe pas quelle est l'originalité de la démocratie participative contemporaine. L'originalité, c'est que cette notion, elle a émergé dans les années 60-70, mais vraiment sur des mouvements qui venaient d'en bas, des aspirations citoyennes, une demande de participation, logique où il s'agissait de conquérir du pouvoir. L'originalité de la démocratie participative contemporaine, c'est que la participation, elle vient désormais d'en haut. Elle s'institutionnalise. On invite les citoyens à participer. Je dirais plus tard, on les convoque sur des formes de participation. C'est-à-dire que finalement, ce sont désormais les pouvoirs publics eux-mêmes qui organisent la mise en débat de leurs actions et de leurs politiques. Et c'est ce renversement-là qui constitue l'originalité de la démocratie participative. Alors pourquoi les élus, les pouvoirs publics se mettent-ils à développer des espaces de participation? Alors, contexte de crise à plusieurs niveaux,
crise démocratique, crise de légitimité, mais aussi une crise d'efficacité. Finalement, l'État, les élus, les experts ne parviennent plus, dans un monde plus complexe à différents niveaux, ne parviennent plus à répondre, à résoudre les problèmes sociaux. De ce point de vue-là, ça alimente une défiance dont effectivement, et je rejoins là-dessus tous les travaux de Rosan Vallon qui ont été cités par mon collègue juste avant, ça alimente une défiance des citoyens puisque les citoyens ne croient plus en la capacité des élus à changer leur vie, ils ne croient plus en la capacité des élus à résoudre leurs problèmes. Résumer à minima le socle de la crise démocratique que l'on vit aujourd'hui, on peut effectivement la tenir sur cette toute petite chose-là. Je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre nécessairement aux élus. On est dans un monde beaucoup plus complexe, avec une action publique qui se trouve articulée entre des niveaux multiples, avec une mobilité accrue des marchandises, des capitaux, des individus, qui font que c'est beaucoup plus difficile pour le politique d'avoir prise sur le social. Le constat est en tout cas celui d'un décalage croissant entre les espaces du pouvoir politique, les espaces de la démocratie représentative et les espaces réels du pouvoir et de l'action publique. Et donc c'est dans ce contexte-là que les élus ont cherché finalement à se réinventer, à réinventer de nouvelles formes d'action à travers des dispositifs de démocratie participative. Ces dispositifs, ils sont de forme extrêmement variée. On a les instances pérennes, les conseils, conseil de développement, conseil de quartier, conseil de citoyens. Mais on a des dispositifs ponctuels, toutes les formes de réunions publiques, de débats publics. On va avoir dans les dispositifs ponctuels des dispositifs beaucoup plus originaux, les jurys citoyens, les budgets participatifs. On a un foisonnement de dispositifs qui sont expérimentés pour essayer d'inventer des nouvelles formes de collaboration entre les élus et les citoyens. Et alors, la révolution numérique ne fait qu'alimenter l'innovation, l'expérimentation et la multiplication. Quoi qu'il en soit, quelle que soit leur forme, il y a des réussites ponctuelles, il y a des choses intéressantes, mais globalement, si on a un regard d'ensemble sur ces dispositifs et ces expériences, elles n'ont pas répondu à l'enjeu démocratique et elles n'ont pas réussi finalement, ces expériences, à réduire la distance entre les citoyens et les pouvoirs publics. Alors pourquoi la plupart n'ont-elles pas marché? Justement parce qu'elles se sont institutionnalisées. Alors elles se sont institutionnalisées, c'est-à-dire que les acteurs politiques, et en particulier les collectivités territoriales, qui sont les principales pourvoyeuses d'espaces de participation aujourd'hui, elles ont développé la démocratie participative comme n'importe quelle politique publique. Elles ont développé des politiques de démocratie participative. Et donc, elles ont un peu fonctionné comme si elles pouvaient avoir leur stock de citoyens sous la main, stock qu'elles allaient pouvoir convoquer pour répondre aux questions que la municipalité se pose. Et donc, on a les services administratifs qui sont contents, ils ont leur liste de citoyens prêts à participer et on va les convoquer à l'heure qu'on a décidé pour parler du sujet dont on a déterminé les contours et il ne faudra surtout pas dépasser le cadre. Donc, cette logique de stock, cette logique de convocation, qui est souvent et régulièrement dénoncée, elle constitue aujourd'hui un trait assez significatif des formes de démocratie participative telles qu'elles se mettent en place. Première dérive, premier biais. Deuxième biais, alors là encore c'est une critique tellement facile, le biais de la concertation mascarade, à savoir on attend de connaître l'avis des citoyens pour déterminer si on en tiendra compte ou pas. Donc là, dérive classique finalement de la concertation sans effet, ou au mieux si je puis dire, c'est pas un problème de mauvaise volonté, c'est un problème d'organisation, à savoir on ne sait pas comment traiter tout ce qui s'est dit dans les réunions, on ne sait pas comment gérer toutes les idées qui ont été proposées, et donc on a eu des difficultés opérationnelles. Donc là c'est un problème d'organisation de l'après-concertation, au mieux. Au pire, évidemment, on consulte sans avoir l'intention d'en tirer les conséquences, sauf si, bien sûr, l'avis va dans le sens qui était attendu.
toujours au service de ces concertations sans effet, il est toujours facile de rappeler aux participants qu'ils n'étaient pas assez nombreux, pas assez diversifiés, pas assez représentatifs. Il y a toujours une bonne raison de considérer que la participation n'est pas satisfaisante. Et enfin, troisième dérive, qui est liée directement au mouvement de professionnalisation, la participation, elle est devenue un business comme un autre. Elle est devenue un marché comme un autre. Alors, point positif, accent, je dirais, si je mets l'accent sur le positif, la participation, effectivement, elle s'est outillée. On a pris conscience que faire participer, ça ne se faisait pas n'importe comment. On a pris conscience que les procédures avaient de l'importance, avaient de la valeur. Aspect négatif, désormais, tout se joue dans la procédure. Tout se passe comme si, une fois qu'on avait la bonne procédure, on avait la garantie d'une bonne participation. Et du coup, ça devient, alors c'est une expression que j'aime bien avec une de mes collègues qui s'appelle Magali Nonjon, on travaille sur ce sujet-là. Pour nous, la démocratie participative, c'est devenu la démocratie des post-it. On en a tous fait l'expérience. Aujourd'hui, une bonne réunion publique, c'est la réunion publique dans laquelle on organise des petits dispositifs où on va coller nos post-it. Et puis, si on a bien collé nos post-it, on va nous suspecter et nous considérer qu'on a bien participé. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon outil. Je dis juste que l'outil ne peut pas suffire à déterminer ce qu'est la participation. Et là encore, la dérive, c'est qu'on va se focaliser sur la procédure, on va se focaliser sur l'outil, sans se poser la question de qu'est-ce qu'on attend de la participation. Pourquoi fait-on participer? Quels sont les objectifs qui sont visés? Avec qui a-t-on envie de discuter? De quoi on a besoin? Et ces questions-là, qui sont des questions finalement préalables mais nécessaires, elles ont tendance à avoir été évacuées par le mouvement d'institutionnalisation de la démocratie participative. Aujourd'hui, on fait participer parce que ça va de soi, parce que c'est normal, parce qu'il faut le faire, en oubliant finalement parfois de se demander ce qu'elle peut apporter, cette participation. Alors, finalement, le portrait ainsi dressé, on comprend assez bien pourquoi ça marche mal. On comprend assez bien pourquoi ça marche mal. Alors, quel est l'enjeu finalement de la démocratie participative aujourd'hui? L'enjeu, c'est justement de sortir de ce sentier institutionnel dans lequel elle s'est elle-même mise. L'enjeu, je dirais, c'est de retrouver une forme de démocratie participative qui soit plutôt ascendante. Je vois ici trois défis qui, à mon avis, peuvent être des défis partagés pour une instance du type Conseil de développement. Premier défi, redonner à la démocratie participative sa fonction d'interpellation. Les citoyens, leur fonction première, ce n'est pas d'être des experts. Évidemment qu'ils peuvent donner leur avis sur des projets, évidemment qu'ils peuvent apporter de l'expertise. Mais la fonction première de la participation citoyenne, c'est de mettre à l'agenda des enjeux. C'est de pointer ce qui n'a pas été fait, c'est de pointer les manques. C'est donc d'interpeller les élus sur des choses qu'ils n'auraient pas vues, qu'ils n'auraient pas traitées parce que justement ils sont pris dans d'autres problématiques. Deuxième fonction, deuxième enjeu, être animateur et garant du débat public. Être animateur et garant du débat public, c'est créer les conditions pour que lorsque participation il y a, et il ne faut pas forcément qu'il y ait de la participation sur tout et tout le temps, ça se déroule dans des conditions qui soient satisfaisantes. Et parmi ces conditions satisfaisantes, c'est clarification du mandat donné aux participants et clarification des suites qui seront données à cette participation-là. Et là, clairement, il y a un rôle à jouer dans cette fonction d'animation et de garantie du débat public. Et enfin, troisième et dernier enjeu, épauler, soutenir les initiatives citoyennes, les formes d'invention de ces nouvelles pratiques de collaboration, de coproduction, de vivre ensemble, qui sont en émergence aujourd'hui. Les soutenir, c'est aussi parfois assumer le fait qu'elles sont des contre-pouvoirs, qu'elles ne sont pas nécessairement les relais des élus. Elles sont aussi, et c'est ça la vitalité démocratique, c'est aussi assumer que la société civile, elle est un contre-pouvoir. Si elle se positionne exclusivement en relais du pouvoir, elle risque de perdre sa spécificité parce qu'elle n'a ni la légitimité tirée de l'élection, et donc elle ne pourra pas concurrencer les élus. Ce n'est pas son rôle. En revanche, elle a un rôle à jouer sous une forme beaucoup plus dynamique et en assumant un rôle parfois oppositionnel. Je m'arrêterai là et j'ai débordé, j'en suis désolée. Bravo, merci Madame Alice Mazot.
Là, c'est le moment, si vous le souhaitez, de vous exprimer, si vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre, que les amateurs de post-it ne quittent pas la salle, s'il vous plaît. On en a besoin aussi pour avancer. Est-ce que vous avez des questions particulières à adresser soit à Romain, soit à Alice sur les thèmes qui ont été évoqués? On peut quand même le reconnaître que ça a été vite. D'abord, une précision, on me demandait de préciser ce qu'était la loi. C'était quoi un espace euclidien, monsieur Lajarge? C'est quoi un espace euclidien? Ah, au secours. Allez-y avec celui-ci. Ben, c'est celui du puzzle. Celui qu'on peut découper, qui a 2 dimensions. Celui qu'on apprend à l'école pour faire des mathématiques. Mais la société, elle fonctionne en 3 dimensions. Donc ça veut dire que quand on découpe la société en 2 dimensions, ben on en loupe une, tout simplement. Donc on a pensé la décentralisation en 2D. Et maintenant, il est temps de passer en 3D. En 3D. Bon, comprenne qui veut. Moi, je ne suis pas très fort sur ces questions de 3D, tout ça. Il y a une question là-bas au fond. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, parce que c'est un événement qui est capté. Voilà, merci beaucoup de nous dire qui vous êtes. Et puis surtout des questions. Merci, des questions. Allez-y. Bonsoir. Allô? Oui. Donc, je suis Kéret Chepar. Et j'avais une question pour madame. Votre point de vue sur les mandats impératifs, parce que le PCI a été acté grâce au vote des conseillers municipaux qui, en 2014, n'ont pas été choisis pour se prononcer sur une réforme territoriale. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez du mandat impératif? Est-ce qu'ils étaient amenés à demander l'avis au niveau des communes à leurs citoyens sur est-ce qu'on s'engage sur le PCI et tous ensemble? Alice Mazot. Je crois que ce n'est pas tellement une question de mandat impératif. Mandat impératif, ça sous-entendrait que lorsqu'on procède à l'élection de nos élus, on détermine dès le départ sur quelles questions strictement ils pourront se prononcer et dans quel sens ils pourront se prononcer. Alors, le problème de ce mandat impératif, c'est que ça ne permet pas d'appréhender des enjeux qui vont apparaître dans la durée. Après, sur la légitimité, effectivement, des élus à participer à une réforme territoriale qui intervient en cours de route, je crois qu'effectivement, après moi je ne suis pas spécialiste du tout de ce qui se passe, on peut imaginer, ce n'est pas une question de mandat impératif, on aurait pu imaginer à un moment que les élus souhaitent revenir vers leur population. Mais ça aurait pu être un souhait, peut-être ou pas, ça pouvait sembler utile ou pas, j'en sais rien, mais je crois qu'en tout cas, il n'était pas, le mandat impératif a le problème du fait qu'on va ajouter de la rigidité, et ça ne me semble pas souhaitable. Ça réagit dans la salle. Je ne sais pas si tout le monde veut intervenir, mais ça réagit. Romain Lajarge là-dessus. Oui, un tout petit mot. En fait, effectivement, les choses sont un peu bizarrement faites dans le temps, parce que la loi MAPTAM, donc 2014, article 54 de la loi MAPTAM, prévoyait l'élection au suffrage universel direct des échelons intercommunaux. Et il fallait une loi avant la fin décembre 2016 pour pouvoir faire ça. Bon, on a compris qu'il n'y aurait pas de loi pour faire ça, donc on reste avec l'ancienne méthode de définition de la légitimité, mais avec des nouveaux périmètres d'action. Donc effectivement, il y a un vrai problème, mais qui se réglera peut-être plus tard. Un vrai problème, a-t-il dit. Allez-y, on peut, voilà. Sophie Rérad, conseillère municipale à Bayonne. Moi, j'aurais une question qui porterait sur les publics qui adhèrent à la démarche de démocratie participative. Parce que quand on regarde les expériences qui sont menées, très souvent, on passe par un cadre méthodologique que vous avez évoqué, qui va amener finalement une surreprésentation de certaines catégories socio-professionnelles qui ne sont pas représentatives de la société dans son ensemble. Et est-ce qu'on ne peut pas faire un lien entre ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire d'une part des systèmes de participation qui sont en hausse dans la société, et d'autre part, on va dire, un détournement des urnes de la population avec une augmentation de l'abstention, ce qui fait que d'un côté, du côté des urnes, on a peut-être une partie de la population qui n'adhère pas à un système de vote qui pose aujourd'hui question, et d'autre part, on a aussi des pans entiers de la société qui sont exclus de la démocratie participative. Qui a envie de répondre, Alice Mazot? Vous avez raison sur le constat. Toutes les enquêtes qui sont faites sur les publics des formes participatives les plus classiques, type réunion publique, soulignent ce biais de représentativité. Ceux qui ne votent pas ne participent pas nécessairement non plus à ces formes-là. Parce qu'en fait, on attendrait que des gens qui ne se sentent pas légitimes pour aller voter se sentent légitimes pour prendre la parole en public. Donc on a aussi des attentes qui sont un peu déconnectées. Après, je crois qu'il y a aussi des formes de participation qui sont moins institutionnalisées, qui vont
plus directement dans les espaces de vie, etc., où on peut aussi aller à la rencontre autrement de ceux qui ne vont pas se déplacer spontanément à travers les urnes. Et la deuxième chose que l'on observe, c'est que dans les expériences et là je prends les expériences de budget participatif, c'est-à-dire que là où on est allé le plus loin en matière de redistribution, là où on est allé le plus loin en termes de partage du pouvoir, là la mobilisation elle est plus importante. Donc il y a aussi une vraie question, c'est-à-dire qu'on va participer, on va se mobiliser dans ces espaces-là, parce qu'on a le sentiment qu'on va réussir à y faire quelque chose. Et donc, ça me semble quand même un enjeu. Romain Lajarge, une réaction là-dessus? Oui, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment elle, la spécialiste du participatif, vous avez compris. Moi, j'étais plutôt sur un autre registre, mais juste une question. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés par ce que le Pays Basque, en tant qu'institution, pourrait faire, mais qui ne sont pas au Pays Basque, et qui pourraient participer de là où ils sont, partout dans le monde? Et est-ce qu'on a la possibilité, du coup, d'imaginer des dispositifs de participation qui seraient donc là en 3D, excusez-moi, je reviens à ma disposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être en continuité là, spatiale. Parce que s'il y a un intérêt, alors à ce moment-là, on va se retrouver dans d'autres configurations que celle de la convocation qui effectivement referme beaucoup la participation. Allez, une question encore. Merci Pierre-Yves Gillet, j'habite à Anglette et je travaille dans un territoire hyper rural. Donc je voulais interpeller Monsieur Lajarge et à travers lui interpeller les élus. Parce que je travaille dans un établissement de santé qui est l'un des bassins de vie hyper ruraux en France. Donc quand vous parliez du rural et de l'urbain, que c'était terminé, parlons de l'hyper rural. Parce qu'effectivement, sinon on oublie un élément essentiel. Il y a 250 bassins de vie en France qui vivent l'hyper ruralité et qui ont besoin d'accès à la téléphonie, accès à Internet et accès aux services de santé. Donc je voulais vous interpeller là-dessus, Monsieur Lajarge, parce qu'effectivement la catégorisation urbain-rural est un peu dépassée, mais n'oublions pas les territoires hyper ruraux. Voilà. Et je vis en ville, donc je suis encore plus à l'aise pour en parler, puisque moi-même je vis en ville. Ouais, Anglette, c'est ici, hein, c'est l'agglomération Bayonne, Anglette-Biarritz pour vous, Romain Lajarge, si c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il parlait d'hyper-ruralité. Mais en pensant à des territoires effectivement qui sont hyper ruraux. Et là, vous vous dites qu'il n'y a pas d'opposition possible. Moi, j'ai aucun problème avec ça parce que je suis membre d'une association qui s'appelle Nouvelle Ruralité avec plein d'élus, de gauche et de droite d'ailleurs, avec des experts, avec des administratifs, etc. Et il se trouve quand ils ont commencé à négocier pour la Nouvelle Ruralité, ils ont demandé à un ministère, et ils l'ont eu, ils ont demandé les contrats de ruralité, ils les ont eu. Il y a 64 mesures, il y en a déjà 30 qui sont en partie. Donc effectivement, si avec ruralité, on peut rétablir, par exemple, des grands équilibres budgétaires pour finir d'équiper la France, c'est quand même dingue d'imaginer qu'il y ait des zones blanches téléphoniques en France, alors qu'il n'y en a même presque plus dans certaines zones d'Afrique. Donc oui, effectivement, si ruralité permet de défendre ce genre de position, gardons le terme. Mais ce que je veux vous dire, c'est le sens. Vous, société civile, vous n'avez pas besoin de vous battre avec les institutions locales pour pouvoir conquérir de l'argent avec les institutions nationales. Il me semble que la société civile, elle doit produire du sens. Et donc, faites parler les gens qui sont à la campagne et qui parlent comme des urbains, pour montrer qu'effectivement, en mixant les catégories, on invente des nouvelles manières de vivre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas les services publics pour ces gens-là et ces choses-là. Il faut les inventer. Il y a des nouveaux services publics à inventer si on accepte de déconstruire un peu les anciennes catégories qui avaient fabriqué les anciennes politiques publiques. Sur cette opposition rurale-ville, est-ce que vous voulez intervenir là-dessus? Parce que là, vous en laissez quelques-uns dubitatifs, forcément, sur cet aspect-là. Alice Mazot, allez-y, madame. Je vous tends le micro. Voilà, allez-y. Bonsoir, je suis Florence Sanson. Moi, je travaille et je vis en milieu rural. J'ai travaillé en milieu urbain. Je puis vous dire que la ruralité, elle a encore un sens ici, parce qu'il y a des traditions qui sont attachées. On est un pays qui a une culture aussi qui est très forte. Et je puis vous dire que la défense de la culture basque, je la ressens beaucoup plus aujourd'hui dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Et cette ruralité aussi, je la sens en souffrance, parce que ce sont des secteurs où les bassins d'emploi sont peu développés et à aujourd'hui, notre intérieur du Pays Basque a besoin que l'on développe de plus en plus l'emploi pour qu'il y ait moins de monde qui vient sur la côte travailler. Si ça amène une réponse, parce que c'était plus une réflexion, Alice Mazot, non, pas de réaction. Une question au fond, allez-y, prenez la parole et après on enchaîne avec la suite de ce forum. Oui, ce n'est pas tellement une question. Tout de même un peu. Allez, Peyo Durruti, donc acteur de la vie associative et citoyenne, je l'espère. Ma question, c'est en fait,
si on n'a pas tendance à réinventer l'eau chaude. Je pense que, pour l'avoir déjà dit, la vie associative, la loi 1901, vous voyez que ça date quand même. On ne va pas refaire l'histoire des associations. Permet justement Allez. Une participation citoyenne. Je dis participation citoyenne et non pas participation dans la société civile. Parce que dans civil, il y a la civilité, qui est parfois le contraire de la citoyenneté. Et moi, je voudrais intervenir sur l'intérêt de cette vie associative, sur l'importance de cette loi, qui est la nôtre, au-delà de la loi nôtre, qui n'est peut-être pas tellement nôtre. Cette loi 1901 qui a permis au Pays Basque, et ailleurs certainement, des multitudes de belles choses. Depuis 40 ans au Pays Basque, tout ce qui a été fait, réalisé, a été fait par la vie associative. Donc, je souhaiterais que à l'avenir, même si on n'avait pas le PCI, même si on n'avait pas le Conseil de développement, cette vie associative a su créer, sortir de terre, des écoles, des banques. Et vous avez des craintes par rapport à ça, par rapport à ces associations? C'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que vous l'avez très bien signalé, je pense que l'institutionnalisation, parfois, peut aller à l'encontre même de la participation active des citoyens. Et cette loi, il faut la défendre. Et je veux parler ici, c'est un petit scoop, à l'intérieur du Pays Basque, actuellement, il y a une association qui se crée, qui veut être un lieu de rencontre, un lieu d'information et d'interpellation, pour que chacun fasse son boulot. Les élus doivent faire leur boulot. Ils peuvent s'appuyer sur la vie associative. Ils peuvent l'animer, ils peuvent l'aider, sans forcément la contrecarrer. La vie associative n'est pas forcément un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir systématique est peut-être négatif. Mais un contre-pouvoir, on va en parler d'ailleurs. Un contre-pouvoir, c'est aussi la base de la démocratie. Mais ce n'est pas non plus une courroie de transmission. Allez, est-ce que vous voulez réagir sur cette question des associations? Voilà. Il y a quelque chose à dire particulièrement pour les associations? Est-ce que c'était une expression de la société des citoyens? Il est clair que l'organisation associative, elle est au socle de toute forme de participation. Après, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut juste deux remarques. La première, vous l'avez dit, il y a eu des difficultés, et notamment sur des problèmes de financement des associations qui ont conduit des associations à être des relais, des courroies de transmission. Et effectivement, là, elle ne joue plus son rôle, et ce n'est pas pour rien que si on regarde dans les débats aujourd'hui, les débats portent sur justement des fonds qui permettent aux associations d'être autofinancées ou d'être financées par des fonds qui ne soient pas ceux des collectivités avec lesquelles ils sont en relation. Le terme de contre-pouvoir, il ne s'agit pas qu'il s'agit de taper en permanence sur les élus. Être un contre-pouvoir, c'est avoir une autorité, une légitimité propre que l'on va opposer pour finalement contrebalancer des manières de penser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'organisation associative, elle est un élément important, mais elle n'épuise pas les formes de participation citoyenne. Il y a aussi des formes de participation plus individualisées qu'il s'agit aussi d'organiser sous des formes un peu différentes. Je crois que les deux ne sont pas du tout exclusifs. Et ça, si je peux vous faire préciser, vous dites bien, vous, la société civile n'est pas un contre-pouvoir. Ça, c'est quelque chose. La société civile, ça n'existe pas. La société civile, c'est un terme qui est utilisé par les pouvoirs publics pour traduire le fait qu'ils institutionnalisent une relation avec la population. Et pas toute la population, une partie de celle-ci, on va créer des représentants. Donc, moi, je suis très embêtée avec ce terme de société civile, parce que pour moi, la société civile, elle est l'instrument, quelque part, des pouvoirs publics, parce qu'elle a été conçue pour ça. Le terme, je parle. C'est pour ça que j'éviterais, à votre place, de l'utiliser. On a dit une dernière question. Alors, si vous... une dernière question, sinon on va passer beaucoup de temps là-dessus. Allez, Askena, pardon, la dernière, s'il vous plaît. Non? Bon, si, ici, il y avait une question. Allez, vous avez la chance puisqu'on a cédé la parole et que je voulais aller plus vite. Allez-y. Merci. Je m'appelle Guy Aubertin et je suis pas mal impliqué dans diverses associations du pays. Et nos deux orateurs ont tous les deux évoqué la distance qui existait entre la population
et ses représentants élus, en invoquant une raison, je crois tous les deux un peu, qui était la difficulté qu'on avait dans ce monde qui bougeait beaucoup à répondre aux attentes diverses et sociales de la population. Et je crois qu'il n'a pas été dit, mais c'est là-dessus que je voudrais interroger nos orateurs, on a aussi une grande attente d'exemplarité de nos élus. Et qu'est-ce que vous recommandez? Ma question est, que recommandez-vous au Conseil de développement et à l'Assemblée que nous sommes pour qu'on progresse dans le sujet de l'exemplarité dont on a beaucoup besoin, et encore plus quand on lit les journaux de notre pays ces jours-ci. Docteur Lajarge, vous préparez votre ordonnance. Alice Mazot, vous voulez nous dire un mot là-dessus? La réponse, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est difficile? Allez-y, Romain Lajarge. Allez-y, Romain Lajarge. Ah, vous avez presque réussi à les caler. Ouais, c'est compliqué votre question, mais en même temps, on est là. Si on s'en va, vous allez nous lancer des trucs dessus, donc faut qu'on réponde, quoi. Là, vous êtes trop nombreux en plus. J'ai envie de répondre. Il faut faire gaffe finalement à la question de l'exemplarité, parce que l'actualité, surtout aujourd'hui quand même, on est bien obligé d'avouer que votre question est très à propos. L'exemplarité des élus est un impératif, c'est certain. Mais quand on regarde la démocratie territoriale, parce que moi c'est mon objet, je regarde comment elle fonctionne, mais c'est incroyable ce qu'il y a dans la démocratie territoriale. Il y a 500 000 bénévoles qui font fonctionner le bien commun et qui sont dans des rapports aux autres et à la société. Moi je trouve qu'il faudrait fabriquer des statuts pour tous ces adjoints, ces conseillers municipaux de l'ombre, et qui produisent beaucoup de sens, notamment dans tous les accompagnements. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que les grands élus sont moins exemplaires que eux, mais les grands élus territoriaux, ceux qui portent finalement le pouvoir en leur nom, sont de cette trempe. Moi, je n'ai rencontré que des gens, sincèrement, je passe mon temps à rencontrer des élus locaux, je n'ai rencontré que des gens exceptionnels. Et c'est pas, là encore une fois, pour les flatter. Et donc, si j'avais juste un truc à dire, ne perdez pas vos maires et les élus des petites communes, les petits élus ou les élus sans mandat des communes. Ils sont, de mon point de vue, des relais extrêmement puissants, des relais vraiment très forts, depuis longtemps, depuis plusieurs siècles, pour pouvoir attraper ce qui est en train de se passer dans la société. Alice Mazot, un mot là-dessus. Et après, on passe aux acteurs. Alors, exemplarité, évidemment, un enjeu fondamental. Juste, de quels élus parle-t-on? Exemplarité des élus locaux qui tirent leur légitimité, ou des élus nationaux, je dirais la même chose, des élus en tout cas qui tirent leur légitimité de l'élection. Ce qu'on attend de ces élus, c'est évidemment un comportement vertueux, exemplaire, qui fasse preuve de probité, d'intégrité. Mais je dirais, on ne devrait même pas se poser la question. Évidemment, cette exemplarité-là, elle est nécessaire, mais cette exemplarité, elle est pour des élus qui tirent leur légitimité de l'élection, et donc on attend d'eux qu'ils se comportent dans la direction de l'intérêt général, dans l'intervalle électoral. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous avez fait remarquer, c'est quelle exemplarité pour des élus du conseil de développement, des élus d'associations, des choses comme ça. Et là, c'est un peu différent. Parce que finalement, ce n'est pas tant l'élection qui fonde leur légitimité que leur action, que le fait qu'ils sont enracinés au sein de la population, qu'ils sont partie prenante des activités, etc. Et donc, leur légitimité et leur exemplarité, elle doit être en permanence sur cette articulation entre la population, ceux qui justement ne sont pas dans les réunions, ceux qui justement ne sont pas là au quotidien. Et donc, elle est là, l'exemplarité des élus associatifs. Merci, on peut les applaudir encore, on va les inviter à rester avec nous.